Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format inédit pour l'Académie de Paris, à savoir un live Instagram. Nous avons souhaité utiliser ce format pour répondre à toutes vos questions concernant Parcoursup. En effet, lors de la consultation lycéenne faite en amont du CAVL du 4 février, vous avez été nombreux à nous demander d'organiser ce live. C'est chose faite et pour ce faire, Virginie Cousin-Douel, experte de Parcoursup, a accepté de partager ce moment. Un grand merci Virginie. Pour ma part, je suis Colin Espolm, élu académique à la vie lycéenne. De nombreuses questions nous ont été posées en amont de ce live et nous allons y répondre. Mais n'hésitez pas à réagir ou poser vos questions aux commentaires. On a une incroyable équipe ici avec nous en charge des commentaires. Virginie, êtes-vous prête? Je suis prête. C'est excellent. Ce moment tant attendu et redouté à la fois de saisir nos vœux est arrivé. Avez-vous des conseils sur la façon dont nous devons nous y prendre pour Parcoursup? Alors, comme vous le savez, Parcoursup, c'est une procédure sur le temps, avec 3 étapes. Et la première étape a d'ailleurs commencé. C'était en novembre. Les candidats ont pu, au mois de novembre, au mois de décembre, pendant les vacances, consulter les formations qui étaient ouvertes sur la plateforme Parcoursup. Et puis, on est rentré dans une deuxième phase, là, et depuis le 20 janvier, vous pouvez, chaque candidat peut s'inscrire. Voilà. Alors, les lycées ont déjà fait remonter des informations dans la plateforme, mais il s'agit maintenant pour le candidat de créer vraiment son dossier, et il va être reconnu surtout en fonction de 4 éléments principaux. L'INE, la date de naissance, le lieu de naissance, département de naissance et la commune de naissance. Et c'est vrai que c'est là, quelquefois, que ça bloque un petit peu, car il y a une différence entre la commune qui est remontée par le lycée et saisie lors de la saisie du dossier. Alors, donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là, c'est un petit blocage qui peut se débloquer très très rapidement en allant voir le proviseur qui pourra effectivement débloquer les éléments et la situation. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il reste 1 mois et demi, là, à partir d'aujourd'hui, pour renseigner ce fameux dossier d'inscription et toutes les informations complémentaires, les informations personnelles également. Voilà. Et y formuler des vœux, puisque c'est aussi, voilà, ce sera aussi voilà, le but premier. Voilà. Et pour vous aider, je donne déjà un petit conseil, c'est de consulter la FAQ, Foire aux questions, qui est disponible sur Parcoursup. Et puis, il y a également des vidéos et des tutoriels, justement pour expliquer cette phase-là, l'inscription et de création du dossier. Voilà. Donc, ne pas hésiter au cas où, mais je pense que vous en sortirez largement, c'est effectivement un petit point de blocage, et bien d'aller en haut à droite de son dossier, et puis si on a vraiment une question à poser, ne pas hésiter à la poser sur la rubrique contact. Voilà. Très bien. Il y a une superbe équipe derrière pour y répondre. Et il y a une superbe équipe derrière pour y répondre, tout à fait. Bah, c'est très bien. Donc vraiment, le point à retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire dès maintenant sur Parcoursup. Oui, tout à fait, Colin. Et justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les dates importantes sur Parcoursup? Voilà. Alors, comme je le disais, 3 grandes étapes qui vont se poursuivre tout au long de l'année, voire après, je le dirai d'ailleurs, même après la fin de la procédure. Puisqu'on accompagne les élèves jusqu'au bout de la procédure et même après. Mais revenons à notre temps là, en ce moment, et notre calendrier. Voilà. Et bien là, tout simplement, les candidats ont jusqu'au 29 mars pour s'inscrire sur Parcoursup, dans la phase principale, formuler les vœux et puis remplir son dossier. Et puis après, il y aura une petite semaine, alors à 29 mars, 23h59 exactement. Très précis. Voilà, très précis, ça s'arrêtera, ça fermera. Et là, les candidats ne pourront plus passer cette date, s'inscrire et créer le dossier. Voilà, là, c'est vraiment là incompressible. Le 29 mars. Voilà, tout à fait. Je tiens à le dire et il faut le répéter. Et après, il y aura un petit temps d'une semaine jusqu'au 7 avril pour finaliser ce dossier. Finaliser ce dossier, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, alors c'est quand même beaucoup de choses. C'est tout vérifier. C'est y ranger et y inscrire sa lettre de motivation qui s'appelle plutôt projet de formation motivé, compléter les différentes rubriques et je dirais que bon, les rubriques principales c'est préférences et autres projets. L'autre rubrique c'est activité centre d'intérêt, sans oublier quand même une rubrique qui est importante, qui sera importante pour certains, c'est ma préférence. Très bien. Aller jusqu'au bout et compléter toutes ces rubriques. Voilà. Très bien, donc vraiment pas hésiter à aller sur toutes les rubriques, tout faire, le maximum d'informations il faut donner à la plateforme. C'est ça. Et puis alors ce que je voudrais rappeler, Colin, parce que ça vous ne le savez pas en tant que candidat, c'est que après le 7 avril, eh bien là, bon, vous de votre côté, vous vous concentrez sur le bac, c'est important. C'est quand même important, c'est dit. Le bac, voilà. Et les formations vont recevoir de la part de Parcoursup tous les dossiers des candidats au même moment, d'accord? Donc il y a un mouvement, c'est Parcoursup envoie tous les dossiers des candidats au même moment, et puis eh bien, vont commencer effectivement à se réunir. Et là, j'y viendrai et j'expliquerai comment ce qui est fait. Mais voilà un petit peu comment ça se déroule. D'accord. Et ça, c'est une phase que vous connaissez assez peu, vous, les candidats. Après le 7 avril, voilà, ça ferme pour vous. Vous êtes sur autre chose, sur le bac. Et pendant ce temps-là, Parcoursup envoie tous les dossiers aux formations. D'accord, très bien. Et Virginie, pouvez-vous nous expliquer comment se passe le classement Parcoursup, sur quels critères se base le logiciel pour nous classer, quels coefficients pour chaque matière, comment se passe concrètement la procédure Parcoursup? Alors, effectivement, Parcoursup, on va dire que c'est une plateforme numérique qui met en relation un candidat et des responsables de formation. Voilà, c'est le principe. Chaque formation est référencée sur Parcoursup et puis les formations d'enseignement supérieur composent des commissions d'examen des vœux avec des vraies personnes, des enseignants et des responsables pédagogiques. Donc, une commission d'examen des vœux en lycée pour l'accueil des BTS, une commission d'examen des vœux en but, une commission d'examen des vœux dans chaque université. Voilà. Je tiens à le dire parce que c'est très important et ce sont ces commissions d'examen des vœux qui vont regarder les dossiers et regarder tout ce que vous avez mis, vous, candidats, dans ce dossier, tout ce que vous avez renseigné. Voilà. Et donc ça veut bien dire qu'on se penche sur le dossier, sur la fiche à venir par exemple. Très bien. Et tous les éléments sont importants. D'où ce que j'ai dit avant, soigner effectivement ce dossier. Donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il y a bien des êtres humains derrière qui regardent le dossier. Il y a vraiment un aspect humain, une approche humaine dans l'analyse des dossiers de chaque candidat. Tout à fait. Alors évidemment, on regarde les dossiers et on les classe. On les classe parce que il peut y avoir, et c'est le cas bien souvent, plus de candidats que de places. Donc il faut classer ces dossiers. C'est l'objectif que s'est fixé cette commission d'examen des vœux en respectant les critères qu'elle a affichés. Et qu'on peut voir en tant que candidat. Et que vous pouvez voir, voilà, tout à fait, Colin, vous pouvez voir dans chaque fiche formation. Très bien. Et du coup, sur ce dossier, est-ce que le nom du lycée de l'élève est-il affiché? Est-ce qu'il est sur le dossier Parcoursup? Est-ce qu'il est pris en compte? Comment ça marche pour le nom des lycées sur Parcoursup? Oui, Colin. Le lycée d'origine est visible dans le dossier. Mais ce critère, cette donnée ne constitue pas un critère de sélection. D'accord? Et eh bien, vous pouvez avoir la garantie de cela. Comment? Eh bien, tout simplement parce que les établissements d'accueil, les universités, les lycées, se sont engagés alors qu'elles ont donné leur accord pour que leur formation soit inscrite et soit dans Parcoursup, elles ont signé une charte de fonctionnement et qui effectivement garantit la non-discrimination. Et ça, c'est très important et c'est un point réglementaire. Très bien. Donc c'est vraiment important de dire que le nom du lycée, c'est pas un critère, c'est pas si important ça. Il faut vraiment dédramatiser l'enjeu du nom du lycée dans la procédure Parcoursup. Oui,
Très bien, donc ça c'est un message à relayer. Et en parlant du dossier, que pouvez-vous nous dire, on est dans une période pandémique de Covid-19, sur les absences? Est-ce que les absences comptent-elles pour notre dossier, notamment avec les absences qui peuvent être liées au Covid-19? D'accord. Alors, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les dossiers des élèves, dans leur intégralité, avec quelques informations qui ne sont pas visibles, comme la préférence par exemple, l'intégralité de ce dossier est envoyée dans l'établissement d'enseignement supérieur. Donc, de fait, si dans la fiche à venir ou dans les bulletins, il apparaît des commentaires, des appréciations, puisque les professeurs principaux, en avril, vont avoir accès à la fiche à venir et vont pouvoir renseigner des éléments sur chaque élève et sa scolarité en terminale. Il peut y avoir tout à fait des éléments sur l'absentéisme. Donc, évidemment, ces éléments peuvent être remarqués. Très bien. Donc, je dirais, à ce stade-là, un petit conseil à tous nos élèves terminales, c'est qu'il est temps, effectivement, de peut-être réajuster. Mais il faut quand même distinguer qu'il y a des absences qui peuvent être tout à fait justifiées, puisque tu le disais tout à l'heure, on a vécu une période très difficile avec la pandémie, des absences. Bon, voilà. Donc ces absences justifiées pour raison médicale peuvent tout à fait être consignées aussi dans le dossier, et notamment dans la rubrique éléments liés à ma scolarité. Ça, c'est vraiment un élément qui est ouvert, et voilà, et c'est le moment, en ce moment, de pouvoir le formaliser dans cette rubrique. Très bien. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les absences, c'est un facteur, mais il y a aussi les recommandations, l'avis des professeurs qui sont aussi pris en compte avec les absences. Très bien. Et sur ce dossier, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des astuces sur comment remplir une lettre de motivation? C'est quoi? C'est peut-être pour la première fois qu'on entend, on se demande c'est quoi une lettre de motivation, comment ça marche, comment remplir le dossier avec nos intérêts, qui peut nous accompagner, comment ça marche, Virginie? Alors, la lettre de motivation, en fait, elle prend le nom de projet de formation motivé dans la plateforme Parcoursup. Et effectivement, c'est très important, elle doit être rédigée pour chaque formation. D'accord. C'est important, ça. Pas de copier-coller et on personnalise. Eh bien voilà, tout à fait. Pas de copier-coller, on essaie de personnaliser, on ne fait pas trop long, on ne fait pas trop court, on essaie de se démarquer et surtout, on essaie d'être cohérent avec la formation visée. Donc, on lit la fiche formation, les attendus, et puis on essaie de mettre en cohérence, en quelques lignes, son projet, ses compétences, ce qu'on a développé, ce qu'on souhaite développer au sein même de cette formation, et ce que cette formation pourrait nous apporter pour accéder à ce projet de vie. C'est un projet... et puis également les compétences, les intérêts et les démarches. C'est important les démarches parce que là on sort d'une période, on y est encore un petit peu, mais de salons. Il y avait des salons, un salon en janvier, un autre salon il y a peu de temps, et toutes ces démarches personnelles, d'aller au salon, d'aller aux journées portes ouvertes, de rencontrer des étudiants ambassadeurs, et bien tout ça, ça peut vraiment être intégré dans cette lettre et ce projet de formation motivé. Et puis évidemment, comme je le disais, je me répète peut-être un petit peu, mais la rubrique activité, centre d'intérêt, là est vraiment à renseigner, mais là elle sera renseignée pour le dossier. Une seule fois pour toutes les universités, il ne faut vraiment pas négliger cet aspect. Tout à fait, voilà. Très bien. Et du coup, on parle de dossier, il y a cette histoire de vœux, de sous-vœux. Comment ça marche? De combien de vœux disposons-nous? Qu'est-ce que les sous-vœux? Qui peut en avoir? Combien il y en a? Comment ça marche, Virginie? Alors, Colin, je suis désolée, mais avant justement d'aborder cette question de sous-vœux, tout à l'heure, là, la précédente question, tu m'as posé la question sur qui peut nous accompagner. Oui, c'est très important. Je n'ai pas dit, voilà, je n'ai pas répondu à la question. Et c'est très important, les acteurs qui peuvent vous aider. Il faut les citer parce qu'ils sont là, ils sont nombreux. Donc il y a les professeurs principaux qui sont
au nombre de 2 dans les établissements pour vous aider. Je suis sûre qu'il y a une équipe, même le professeur documentaliste joue souvent un rôle très important dans l'accompagnement des candidats en terminale. Il y a évidemment les psychologues de l'éducation nationale qui sont dans l'établissement, qui sont aussi en CIO. Et puis il y a, et je tiens à le dire, il y a mon équipe qui est là, voilà, je tiens à la mettre en avant parce qu'ils ils sont vraiment très présents pour répondre à toutes les questions sur la rubrique contact. Et ils cherchent, et nous cherchons vraiment à vous accompagner et à personnaliser l'accompagnement. Très bien. Une question, c'est lié à une personne et on va jusqu'au bout, on personnalise la réponse. Et puis, au-delà de ces personnes que j'ai évoquées, il y a des outils, des ressources. Et là, je citerai l'ONICEP avec les fiches ONICEP. Oui. Comment rédiger son projet de formation motivé, comment compléter la rubrique activité centre d'intérêt, et puis le site que vous connaissez, à mon avis, j'espère que vous le connaissez, mais je le recite, c'est Terminal 2021-2022 et Parcoursup.fr. Voilà, je crois que j'ai répondu à toute la question précédente, et puis maintenant, je vais répondre à tes questions sur les vœux et les sous-vœux. Oui, mais ce qui est très intéressant à souligner, c'est que le site de l'ONICEP, aussi les magazines qui sont publiés, on peut les trouver dans les CDI. Et c'est important de dire qu'on est bien accompagné, qu'il y a une équipe de professeurs documentalistes qui peuvent vous aider. Et maintenant, c'est cette fameuse question des sous-vœux qui doit hanter de nombreux lycéens et lycéennes partout. Alors, ça, je pense que vous le savez, parce que c'est la base de Parcoursup, c'est 10 vœux. Voilà. Le candidat formule 10 vœux sous statut scolaire et peuvent se rajouter à cela 10 vœux sous statut en apprentissage. Car il y a énormément aussi et de plus en plus de formations en apprentissage qui sont intégrées dans la plateforme Parcoursup. Mais évidemment, lorsque les formations sont regroupées, le candidat formule des vœux multiples. Alors, 2 catégories de vœux multiples. Il y a les formations à vœux multiples dont le nombre de sous-vœux est limité. Alors, un vœu, et puis des vœux multiples qui sont limités à 10. Voilà. Et là, donc, dans cette catégorie, ce sont les BTS, les CPGE, les BUT, Bachelor universitaire de technologie. Il y a également les DNMAD et également les DCG ou les diplômes de formation de travail social. Et là, à ce moment-là, on fait 10 vœux. Mais je vais donner un exemple pour être concret. Très bien. Un candidat souhaite faire un BTS en profession immobilière. C'est son entrée. D'accord. Eh bien, il pourra effectivement formuler 10 vœux, 10 sous-vœux différents pour ce BTS. Pour ce BTS-là, dans des établissements différents. Donc, il y aura donc 10 sous-vœux et un vœu principal qui sera affecté à ces 10 sous-vœux. Mais il y aura un maximum de 20 sous-vœux. D'accord. C'est la limite. D'accord? Et maintenant, j'aborde la deuxième catégorie. Donc des formations qui ont des vœux qui ne sont pas limités. Alors là, on trouvera dans cette catégorie les IFSI, les écoles de commerce, Sciences Po, et puis les formations Accès Santé. D'accord, les fameuses PASS. Les fameuses PASS, voilà. Il y a, donc là, en Ile-de-France notamment. Très bien. Donc là, effectivement, il n'y a pas de limite. Et puis, je rajouterai à cela les vœux pour les universités. Là, c'est très simple. Un vœu à l'université Y, plus un vœu à l'université X, un vœu à l'université Z, j'ai donné dans le mauvais sens, mais c'était une image. Voilà, un vœu pour chaque université. Un vœu université compte pour un vœu. Voilà. Très bien, il n'y a pas de questions à se poser sur les sous-vœux. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et on passe... Et bien voilà, tout à fait. Donc, mais pour rassurer, parce que effectivement ça peut sembler un peu peut-être complexe, il y a un compteur. Il y a un compteur. C'est bien, dans chaque dossier, l'élève commence à saisir ses vœux et ses sous-vœux, et puis il y a un petit compteur qui l'informe
du nombre de vœux ou des sous-vœux qui sont comptabilisés. Donc c'est rassurant de voir ce petit compteur pouvoir pas faire 50 vœux. Voilà, c'est ça. Et puis je terminerai en disant quand même, puisqu'on abordait la question des vœux et du nombre de vœux maximum, mais il n'y a pas de nombre de vœux minimum. D'accord. Mais, c'est vrai, il y a un mais quand même. Je conseillerais vraiment aux candidats de les utiliser, ces 10 vœux. Il faut les utiliser, ouvrir le champ des possibles, diversifier, sans pour autant mettre des vœux que l'on n'a pas vraiment choisis, mais quand même utiliser cette possibilité de formuler ces 10 vœux. Voilà. On a 10 vœux, il faut essayer un maximum de les utiliser. Voilà. Très bien. Et dans cette question justement de vœux, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la question de sectorisation. Alors on l'entend, on le voit sur les fiches de formation. Comment ça marche? Prenons un exemple concret. J'habite dans l'académie de Créteil, mais je suis scolarisé dans l'académie de Paris et je souhaite par exemple faire une passe dans l'académie de Montpellier. Comment ça marche? Comment je peux maximiser mes chances? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sectorisation? Mais justement, c'est le terme, sectorisation. Le secteur géographique correspond à la zone de recrutement de l'établissement d'enseignement supérieur. D'accord? Donc pour les licences et les parcours spécifiques, PASS en santé notamment, eh bien la zone de recrutement, ici, chez nous, à Paris, c'est la région académique. Donc ne pas hésiter pour nos candidats sur ces formations-là d'accès santé, sur les BTS, de faire des vœux sur Créteil et Versailles. Donc la région Île-de-France et la région académique. Tout à fait. Maintenant sur les universités, puisque ton exemple c'était à Montpellier. Oui. Donc chaque université a une zone de recrutement et il y a quand même un petit taux qui est fixé par le recteur, donc c'est monsieur le recteur qui définit ce taux d'ouverture aux candidats qui ne sont pas du secteur. On appelle ça, voilà, qui ne sont pas de l'académie, on appelle ça hors secteur. Donc nos universités proposent des places pour les candidats hors secteur. De même que l'université à Montpellier a aussi fixé un petit taux pour les candidats qui ne sont pas du secteur de Montpellier. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire, pour répondre vraiment à la question, c'est que tu peux effectivement tout à fait formuler un vœu sur Montpellier, mais sache que ton adresse étant ici, tu ne seras pas prioritaire. Prioritaire. D'accord. Désolée de. Et je passe derrière les personnes. Et oui. Donc ça veut dire vraiment maximiser ses chances sur sa zone de recrutement. Très bien. Voilà. Et petite question sur les fiches de formation, on a un fameux pourcentage qui apparaît, c'est le taux d'accès. C'est quoi sa signification? C'est quoi le taux d'accès? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que ça peut m'aider à me situer pour savoir si je peux y arriver, si je ne peux pas y arriver? C'est quoi le taux d'accès, Virginie? Les petits taux d'accès qui apparaissent là sur chaque formation. Exactement. Sur le côté. Voilà, d'accord. Eh bien, c'est assez simple. Les taux d'accès, en fait, sont calculés sur la base des données de l'année précédente. Et là, sur les données de 2021. Et effectivement, pour une valeur de 100%, ça veut dire que tous les candidats, 100%, tous les candidats qui ont fait des propositions, qui ont souhaité accéder à cette formation, ont eu tous une proposition d'admission dans cette formation à 100%. Alors ça veut dire évidemment que plus, pour avoir une petite idée de la sélectivité, plus le taux est bas et plus c'est sélectif. Très bien. Vous voyez? Alors on va dire que la situation des formations évolue assez peu, les tendances sont les mêmes d'année en année. D'accord, donc le taux est relativement... On peut se fier effectivement au taux qui apparaîtra cette année par rapport et qui prendra effectivement appui sur le taux d'accès de l'année dernière. Il peut varier un peu, mais dans les grandes lignes... C'est très léger. Ouais. Très bien. Et donc, on vient de voir toutes ces questions, mais il y a beaucoup d'élèves peut-être qui vont se dire « Ah bah, cette licence, cette formation, c'est pas forcément celle que je veux » et qui vont peut-être essayer de se réorienter
l'année prochaine, comment ça marche? Est-ce qu'on peut changer de projet à la fin d'une année? Est-ce qu'on doit repasser par Parcoursup? Comment ça marche pour les réorientations? Alors oui, bien sûr, oui, les candidats de terminale, les candidats en réorientation et les candidats qui souhaitent reprendre leurs études passent par Parcoursup pour accéder à la première année d'enseignement supérieur. C'est effectivement la porte d'entrée, Parcoursup est la porte d'entrée pour entrer en première année d'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'un élève qui l'année dernière a eu effectivement est en première année, cette année d'enseignement supérieur, peut tout à fait se réorienter et reformuler des vœux. Le calendrier est le même pour tous. Ils auront les mêmes dates que vous, élèves de terminale, pour à la fois consulter, confirmer s'inscrire, confirmer le vœu, voilà. Et c'est exactement le même calendrier. Voilà. Donc voilà, Parcoursup, c'est vraiment la plateforme de référence pour accéder aux études supérieures en France. Ce candidat-là, il récupérera son mail qu'il a utilisé l'année dernière pour avoir accès à son dossier et il retrouvera ces éléments qui sont en tout cas conservés et archivés pendant un an. En revanche, il fera de nouveaux vœux, évidemment. D'accord. Autre question, si nous souhaitons prendre un petit temps de pause avant d'entreprendre nos études dans le supérieur, est-ce qu'on doit se réinscrire sur Parcoursup après avoir fait cette césure? Doit-on obligatoirement demander une année de césure? Si oui, les vœux demandés l'année du bac sont-ils conservés? Comment ça marche cette histoire de césure, de temps de pause qu'on peut ou pas faire avant de rentrer dans les études supérieures? Alors effectivement, il y a deux termes là qui sont importants, c'est le temps de pause et l'année de césure. Donc c'est un petit peu différent dans les modalités. Donc le temps de pause, si on fait un temps de pause, on est plutôt classé dans la catégorie reprise d'études. Donc on veut reprendre ses études. Donc effectivement, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve son mail qu'on a utilisé et on refait la procédure, on retrouve son dossier, on y apporte les éléments que l'on souhaite y apporter, évidemment toutes les pièces, voilà. Et on refait de nouveaux vœux. D'accord. Voilà. Évidemment, ce qui est quand même assez important là dans cette démarche, c'est que le temps de pause, forcément, on a fait quelque chose, donc c'est bien de renseigner ce qu'on a fait valoriser, et le valoriser, tout à fait. Voilà. Ensuite, c'est l'année de césure. C'est un deuxième terme, et là qui revêt effectivement une autre dimension. Donc, effectivement, une année de césure, là, il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Aller jusqu'au bout de la procédure, c'est s'inscrire, éventuellement cocher la case césure. Vous l'avez, elle est sur votre dossier. C'est facultatif. Et puis, en tout cas, ce ne sera pas vu par les commissions d'examen des vœux. Mais bon, on peut cocher cette case. On a des propositions d'admission, on répond définitivement à une proposition, on va s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur. En général, c'est dématérialisé maintenant. Très bien. On va s'inscrire et puis on veut réellement faire cette césure. Donc là, on porte son projet. On motive cette césure. Pourquoi? Quel est l'objectif? On dépose donc une lettre de motivation auprès du responsable de formation, voilà. Et puis c'est accepté ou pas. D'accord, ça peut ne pas être accepté. Oui, mais si c'est accepté, donc on fait sa césure. Et quand là on revient, eh bien la différence, c'est que là on est repris sur la formation sur laquelle on a été accepté. D'accord, donc l'année de césure, il faut vraiment aller au bout de la procédure. Il faut aller au bout, voilà. Très bien. Et je crois qu'on a beaucoup d'éléments. Est-ce que vous ne nous aurez pas... Qu'est-ce qui se passe si on est pris nulle part dans Parcoursup? On a eu plein d'éléments, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a eu aucune proposition d'admission? Alors, si on a été pris nulle part, moi je dirais, là, commençons par la phase de maintenant. Là. Faire un maximum de vœux pour avoir un maximum de chances. Optimiser les 10 vœux. Voilà, déjà, là, aujourd'hui, pour éviter d'être pris nulle part, c'est vraiment le conseil à donner, faire le maximum de vœux, diversifier ses vœux, éventuellement faire un vœu de raison, un vœu de sécurité, mais voilà, là c'est la base. Bon, et puis évidemment,
il y a quand même d'autres phases, puisque je disais que la Parcoursup s'étend sur une durée assez longue. Il y a effectivement une phase complémentaire à partir du 23 juin au 14 septembre. Et sur cette phase complémentaire, on peut y formuler de nouveaux vœux. Et puis, ce sont en tout cas les formations qui ont des places vacantes qui sont visibles au moment de cette phase complémentaire. Et d'ailleurs, il peut y avoir de nouvelles formations qui apparaissent certains jours parce qu'elles ont des places vacantes et elles apparaissent en phase complémentaire. Bien faire attention, voilà, à bien regarder. C'est ça. Faire de vœux en phase complémentaire, de nouveaux vœux, et bien suivre son dossier sur cette période-là. Parce que je sais que sur cette période-là, on est un petit peu fatigué, les vacances arrivent, il faut continuer à regarder son dossier. Et puis évidemment, si vraiment, il n'y a pas de proposition au 1er juillet, eh bien là, il y a une autre possibilité, c'est être accompagné sur cette dernière phase de la procédure par la commission d'accès à l'enseignement supérieur. On appelle la CAES, vous avez peut-être entendu ce terme. Et là, je la connais bien, cette commission, parce qu'avec mon équipe, c'est nous qui, effectivement, et c'est moi qui pilote ces CAES pour l'Académie de Paris. Et là, nous accompagnons tous les élèves qui nous ont sollicités et nous regardons tous les dossiers. Nous ne sommes pas seuls, il y a avec nous des enseignants, des proviseurs, et on regarde tous les dossiers pour essayer vraiment d'apporter des réponses à ces élèves. Très bien. Voilà. Personnalisé, d'avoir un vrai Personnalisé jusqu'à la fin de la procédure et même au-delà, c'est ce que je disais. Même quand la procédure se termine, nous accompagnons toujours des candidats. Très bien. Et si nous souhaitons avoir plus d'informations sur d'autres écoles, comment on peut faire pour demander ce supplément d'informations? Alors c'est tout à fait possible parce que dans chaque fiche formation, il y a des informations et des contacts. Donc on peut poser des questions d'ordre administratif, poser des questions d'ordre pédagogique. On peut aussi solliciter un étudiant ambassadeur et lui poser directement une question. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi les coordonnées d'un référent handicap pour les personnes. Pour les candidats qui sont en situation de handicap. Donc c'est vraiment intéressant, on peut vraiment avoir un maximum d'informations adaptées à chaque cas, y compris pour les personnes ayant des handicaps. Tout à fait. Ça, c'est important à souligner. Oui. Alors, je dirais même que les élèves, les candidats qui sont en situation de handicap peuvent très tôt, début juin, solliciter l'accompagnement de cette fameuse KS que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, pour vraiment trouver une solution. Voilà, c'est ça. Quand ils n'ont pas eu de proposition ou quand ils ont eu une proposition qui ne correspond pas à leur situation personnelle, eh bien, ils peuvent très tôt, au mois de juin, solliciter cet accompagnement de la KS. Et avec une collègue, nous étudions tous les dossiers. Donc c'est vraiment important, dès juin, ils peuvent se faire aider. Début juin. Très bien. Et peut-être une autre question, si je fais un vœu pour une classe préparatoire avec internat et sans internat, est-ce que ça compte comme un vœu, deux vœux, des sous-vœux? Comment ça marche pour ce cas? Eh bien là, c'est assez simple parce que la CPGE, la classe préparatoire, c'est une formation à vœux multiples. Alors donc c'est un vœu en CPGE avec internat, plus un vœu en CPGE sans internat. Voilà, ma réponse est assez simple. Donc c'est la même formation dans un établissement. Très bien, donc qu'on le fasse avec internat ou sans internat, ça compte toujours pour un sous-vœu et ça compte pas pour deux sous-vœux. Voilà. Très bien. Et si par exemple mes parents déménagent à la rentrée, est-ce que je dois l'indiquer sur Parcoursup? Comment ça se passe cette situation d'un déménagement? Alors le déménagement, en fait, ça dépend vraiment la date à laquelle on a connaissance de ce déménagement et quand est daté vraiment le déménagement. Donc si le candidat a connaissance d'un déménagement pendant la procédure, en ce moment-là, donc c'est bien qu'il aille voir son proviseur afin que le proviseur puisse renseigner dans le dossier de l'élève ce futur déménagement et que l'adresse soit effectivement déjà indiquée dans le dossier du candidat. Comme ça, eh bien c'est simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Histoire de sectorisation. Et ben voilà, le candidat pourra effectivement, s'il déménage à Montpellier, pourra être alors considéré
comme un candidat du secteur à l'université de Montpellier. On a beaucoup parlé de Montpellier. Ah ben voilà, s'il y a des gens de Montpellier ici. C'était effectivement dans ton exemple et nous le reprenons. En revanche, si effectivement il a connaissance de ce déménagement beaucoup plus tard, là, eh bien, il sollicitera via la rubrique contact une demande de dérogation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour ces réponses précieuses. Nous retenons que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons nous faire aider par des personnels au sein de nos établissements, aller dans les CIO, voir les professeurs documentalistes. Finalement, on peut dire que la plateforme Parcoursup, il y a des humains derrière la plateforme et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Et il faut bien remplir les différentes rubriques, faire un maximum de vœux qui soient les plus pertinents possibles avec notre profil, notre projet. Et merci beaucoup en tout cas Virginie. Alors Colin, je suis très contente d'avoir répondu pour vous, pour toi et les collègues, disons les élèves en fait, les élèves de terminale que tu représentes. Je suis vraiment heureuse d'avoir répondu à vos questions, de vous avoir accompagné, donné quelques conseils. Et maintenant, je crois que c'est à vous de jouer. C'est Parcoursup, c'est maintenant. Et voilà, Parcoursup, c'est maintenant. Merci beaucoup. Au revoir et bon revoir. courage.